Les Glucksmann, une histoire de famille, un film réalisé par notre confrère Steve Jourdain, où comment l'histoire d'une famille atypique croise la grande histoire, celle de la gauche française, avec ses remous, ses contradictions, ses débats. Plusieurs questions en arrière-plan. André Glucksmann a-t-il été le lanceur d'alerte si clairvoyant que le dit ce film, à contre-courant d'une gauche des années 70 qui aurait été aveugle et même parfois complaisante avec certaines dictatures? Son fils, Raphaël Glucksmann, s'inscrit-il dans ses pas? Autant de questions que nous allons nous poser avec nos invités. Bernard Jomier, bienvenue. Vous êtes sénateur Place Publique de Paris. Vous faites partie du groupe socialiste au Sénat, mais vous êtes en réalité membre du parti fondé par Raphaël Glucksmann, dont vous êtes assez proche, on peut le dire. Vous êtes également vice-président de la Commission des Affaires sociales au Sénat et membre de la Commission des Affaires européennes. Mickaël Darmon, bienvenue à vous également. Journaliste, essayiste, éditorialiste pour différents médias, dont Public Sénat. Vous observez la vie politique française depuis pas mal d'années et vous avez notamment couvert la campagne électorale de Nicolas Sarkozy avant son élection en 2007. Cette même campagne, lors de laquelle André Glucksmann a rejoint le candidat de la droite. Vous étiez donc aux premières loges de ce ralliement un peu inattendu. Stéphanie Rosa, bienvenue. Vous êtes philosophe, chargée de recherche au CNRS. Vos travaux portent sur les origines de la tradition socialiste au XVIIIe siècle et sur l'héritage des Lumières jusqu'à aujourd'hui. Je vais citer deux de vos livres, La gauche contre les Lumières, point d'interrogation, paru chez Fayard, et plus récemment, Marx contre les GAFAM, chez PUF. Georges-Marc Benamou, bienvenue à vous également, journaliste, écrivain, producteur de films. Vous avez côtoyé plusieurs présidents, François Mitterrand, sur lequel vous avez écrit plusieurs ouvrages, dont le tout récent Dans le secret de Mitterrand, chez Plomb. Et puis vous aussi, vous étiez aux premières loges de la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy. Vous en étiez même un acteur, puisque dès mai 2007, il vous nomme conseiller chargé de la culture et de l'audiovisuel. Merci à tous les quatre d'être ici. Avant de nous livrer à une analyse du rôle joué par André Glucksmann et de Raphaël Glucksmann dans cette gauche française, dans cette histoire de la gauche française, je voudrais faire un premier tour de table sur l'information que révèle ce documentaire et dont la presse s'est très largement fait l'écho. Je pense au Figaro, 20 minutes, Le Parisien et beaucoup d'autres. Le grand-père, Roubin Glucksmann, espion de Moscou, agent au service de Staline. Quelqu'un ici le savait-il? Est-ce que c'est une information, une révélation, une confirmation? Bernard Jomier, est-ce que vous le saviez? Pas plus que Raphaël, visiblement, puisqu'on voit sa réaction dans le reportage. Et en ça, c'est une famille bien française, on va dire, puisque les secrets de famille, c'est quand même quelque chose qui est bien présent dans notre culture. Alors, évidemment, on découvre que ce grand-père a été un espion à la solde de l'Union soviétique. Bon. Et ce qui est intéressant, c'est qu'après, on voit la progression familiale avec André, qui est communiste au début, donc quelque part, qui se met dans les pas de son propre père, et puis qui fait sa propre mutation, que vous introduisiez, et puis qui passe après le flambeau à Raphaël. Et d'ailleurs, Raphaël Glucksmann le dit à un moment dans le documentaire, il dit « Moi, ma famille, c'est un fil ». Il a cette expression, c'est un fil qui se poursuit, et ce fil qui évolue, il représente quelque part une part de l'histoire de l'évolution de la gauche, ou en tout cas des gauches. Je ne sais pas s'il faut employer je ne suis pas sûr qu'il faille employer le singulier, mais de l'histoire des gauches en France avec l'état actuel auquel Raphaël Glucksmann se confronte maintenant et qui rappelle, sur certains points, ce que son père a affronté lui-même. Absolument, on y viendra. Vous avez été surprise, Stéphanie Rosa, vous avez été surprise par cette information, c'est vrai, qui a beaucoup fait parler. Disons que je trouve que le grand-père Glucksmann, il incarne un peu de façon paradigmatique tout un milieu juif ashkénaze d'Europe de l'Est, avec les différentes aspirations politiques de l'époque, des années 20-30, à la fois le sionisme et puis le communisme. Et on voit bien qu'il hésite entre les deux voies, les deux étant d'ailleurs souvent liés. Les premiers sionistes étaient des socialistes, ils se vivaient comme des socialistes. Donc, d'une certaine manière, il y a quelque chose de profondément, il y a quelque chose de très juif, si je puis me permettre, dans cette filiation. Et et le fait que André, effectivement, ait ensuite repris le flambeau, là aussi, c'est très représentatif de toute une génération de juifs ashkénazes venus habiter en France et ayant eux aussi embrassé l'idéal communiste. Qu'est-ce qu'on peut en faire de cette information? Est-ce qu'il y a une analyse à en faire d'ailleurs? Je ne sais pas. Le Figaro a dit l'information ne manque pas de sel au regard des engagements que prendront les descendants de Roubin Glucksmann. Je crois qu'il ne faut pas exagérer cette dimension, je suis assez d'accord. C'est une famille assez exemplaire des juifs ashkénazes communistes et il y a d'autres branches de famille. On est dans une période où
on lutte contre le nazisme, en tout cas jusqu'au pacte germano-soviétique, et être un agent du Comintern, c'est exceptionnel quand on a lu toute cette littérature, mais ça n'est pas totalement stupéfiant. D'accord. C'est ça que je veux dire. Alors après, est-ce que ça tient du fil qu'on transmet, de la psychanalyse, etc. Il y a des choses à dire sur l'engagement 68 arts et Mao d'André, que j'ai beaucoup aimé. On en parlera peut-être. Bien sûr, comment on parlait, Michael Daron. Moi, ce qui me frappe, c'est qu'effectivement, ça rejoint une tradition de recherche du messianisme, en fait. Et c'est pour ça que beaucoup de juifs d'Europe centrale, d'Europe de l'Est sont passés de la recherche, on va dire, religieuse et mystique du Messie, ou cette attente de cette nouvelle ère, à une ère beaucoup plus prosaïque et matérielle que le communisme pouvait poser. Et c'est vrai que ce n'était pas le seul exemple. D'ailleurs, très certainement, Raphaël Glucksmann pourrait parler avec Jan Brossa, parce qu'ils ont le même grand-père, sénateur communiste, qui a été Marcus Klingberg, donc Marek, de son nom, Marek a été un espion aussi à la solde de Staline, a été emprisonné en Israël. Lui, il était espion après la création de l'État d'Israël. Et Jan Brossa, l'élu communiste, raconte d'ailleurs dans un livre comment il est passé ses étés à aller à la prison en Israël pour voir son grand-père. Et si on faisait de la psychogénéalogie, c'est intéressant de voir que, en tout cas, les descendants ont presque tout fait pour réparer peut-être les erreurs du grand-père, du fameux Robin Glucksmann. Il y a quelque chose de cet ordre-là chez André, qui deviendra fanatiquement anticommuniste. Eh oui. Je veux dire, moi, ce qui me frappait quand j'étais tout jeune homme, qu'apparaissaient les nouveaux philosophes, et ça va continuer jusque très tard, quand il va être anti-mitterrandien, fanatique, etc., c'est comment on peut être si maoïste en 68 et en 10 ans devenir l'inverse. Moi, c'est pas ma génération, je me suis toujours mis à distance de ça, mais il y a quelque chose de la réparation chez Raphaël, de ces deux folies-là, parce qu'il y a une folie passagère d'André aussi, après celle du grand-père dans ses Et justement, engagements. venons-en au message de fond de ce documentaire qui concerne le rôle joué par André Glucksmann pour réveiller les consciences sur les crimes du totalitarisme, et notamment au sein de ce qui était pourtant son camp politique d'origine, la gauche. La petite musique qui en ressort, c'est que Glucksmann père a été un véritable lanceur d'alerte, un intellectuel qui a bousculé, qui a même dérangé les fondements et parfois les postures idéologiques de l'intelligentsia des années 70. Cet extrait de l'émission Apostrophe, à ce titre, repris dans le film, en est une véritable illustration. Regardez. Il se trouve que tout à coup, en France, à l'heure actuelle, tout le monde se retrouve marxiste. Ça pose un sacré problème. Toutes les élites politiques de gauche se retrouvent marxistes. Toutes les élites politiques de gauche refusent qu'on parle de la Russie, refusent qu'on parle des goulags, qu'ils se trouvent en Chine ou n'importe au Cambodge. Ils le refusent. Et là, il y a un mur. Mais là, vous utilisez le mot goulag de façon magique pour... Mais ce n'est pas de la magie, le Cambodge, c'est 1 million de morts. Moi quand les Américains envoyaient du napalm sur le Cambodge, j'ai gueulé, j'ai manifesté dans la rue. Et vous croyez que maintenant, les cadavres des Cambodgiens, quand ils sont tués à coups de mitraillette au lieu d'être tués à coups de napalm, c'est pas terrifiant, c'est pas terrorisant? Bernard Jomier, en regardant ce film, on a vraiment l'impression qu'il a été un vrai lanceur d'alerte au sein d'une gauche un peu aveugle, voire hypocrite. Est-ce que c'est comme ça qu'on peut lire l'histoire? Alors, toute la gauche n'était pas aveugle et hypocrite. Si on prend le génocide des Khmers, certes, à l'époque, je me rappelle d'un rapport d'Amnesty International qui racontait l'histoire d'un Vietnamien qui traversait le pays à vélo, qui voyait rien du tout et donc il ne s'était rien passé. Mais non, il y avait déjà une gauche, et la deuxième gauche notamment, était née déjà, et déjà brandissait une contestation de cette histoire... d'une gauche qui était... il y avait une quand vraie même contestation. Une marxisation extrême du milieu universitaire et une prédominance de cette pensée. C'était la prédominance. Il n'y avait pas qu'Amnesty International qui, au fond, n'a pas tellement changé. Il y a eu des éditoriaux dans Le Monde avec d'éminences qui défendaient Pol Pot ou qui ne voulaient pas voir. Donc il y avait quand même un impérium intellectuel jusqu'à la fin des années 70 qui était une forme d'aveuglement. Alors certes, François Mitterrand réunissait la gauche, le socialisme. Alors on est bien plus tard, quand André s'exprime là dans l'émission de télé, on est bien plus tard. Je vais finir, Bernard Jomier, tout le monde veut parler sur ce sujet. Je vous laisse finir. Et donc, oui, bien sûr, le courant dominant à gauche était celui-là, mais déjà, la gauche se fracturait. André Glucksmann a été
a eu un courage physique, il faut bien le noter, parce qu'il y a un extrait, je ne sais pas si on va le revoir, qui est marquant quand même, c'est quand il est face à ce général soviétique, dans cette réunion, et où il dit vous serez traduit pour crime contre l'humanité. Il se lève et tout le monde se lève. Bon, donc il avait un vrai courage physique. Donc il a porté ça, mais il n'était pas isolé. D'accord. Il n'était pas isolé. C'est ça qu'on a envie de savoir. Est-ce que c'est un peu exagéré de dire qu'il a été le lanceur d'alerte et le seul, Stéphanie Rosa. Je voudrais dire quand même que avant lui et dans des conditions encore plus dangereuses, il y a eu des gens de gauche et même des marxistes qui ont dénoncé les crimes de Staline. Il faut quand même pas exagérer. Il y a des noms qui ressortent. Victor Serge, Boris Souvarine, le courant trotskiste, quand même. Alors, on peut reprocher des choses au courant trotskiste, mais il y a eu des gens, y compris depuis le marxisme, qui ont dénoncé les crimes de Staline, y compris dans le bloc de l'Est. Les procès de Moscou, c'est quand même contre des opposants de gauche au stalinisme. Donc, première chose, quand même, il n'est pas le premier. Et deuxième chose, je ne suis pas sûre qu'il le fasse d'un point de vue de gauche. Et je trouve que c'est un peu la chose qui est... attendez, on va la laisser finir. C'est un peu la chose qui m'a un peu dérangée dans le documentaire. C'est-à-dire qu'André Glucksmann, dans les années 70, il écrit notamment un pamphlet que moi j'ai lu qui s'appelle Les Maîtres Penseurs, qui est un pamphlet contre toute la tradition de gauche depuis les Lumières et la Révolution française, c'est-à-dire depuis les origines, où il dit les Lumières et la Révolution sont au fond la matrice des totalitarismes ultérieurs, ce qui n'est pas un point de vue de gauche, c'est le point de vue des atlantistes de la guerre froide. Donc, c'est un lanceur d'alerte, certes. Est-ce que c'est un lanceur d'alerte de gauche? Je n'en suis pas sûre. C'est pas un social-démocrate, c'est pas un membre de la deuxième gauche. En réalité, c'est pas effectivement un lanceur d'alerte. À l'époque, justement, cette démarche n'existe pas. En réalité, il lance un courant, mais surtout, c'est la rencontre entre cette idée, certes, qui n'est pas cette dénonciation qui n'est pas nouvelle, et la télévision. C'est surtout ça. Ce qui donne une puissance considérable à ce propos, c'est le fait que c'est porté par une génération qui comprend ce qu'est la télévision. On entend aussi dans ce documentaire, on voit Bernard-Henri Lévy qui explique tout simplement est devenu à cette émission-là, qui va devenir une émission mythique, fondatrice, mais en réalité il y va parce que c'est l'endroit où on lui a dit il faut aller vendre le livre, c'est là qu'on va, et il ne savait absolument pas ce qui allait se passer, bon, dit-il, mais en réalité ce à quoi on assiste, c'est aussi un moment de télévision qui va propager et installer cette idée qui sera reprise après dans le documentaire à un moment donné par Cohn-Bendit et qui est absolument, je dirais, effrayante, c'est quand il dit, avec beaucoup d'honnêteté, tous les mouvements que nous avons soutenus ont basculé dans le totalitarisme. Et quelque part là, on n'est pas totalement loin de notre temps présent. Mais sur le fond, bien sûr, c'est un événement de télévision. Sur le fond, en fait, il interpelle, bien sûr, qu'il y a eu Kravchenko, Kessler, tous les gens que vous avez rappelés. Au fond, il interpelle avec Bernard-Henri Lévy à l'époque la génération 68. C'est ça le public, l'auditoire. Il leur dit réveillez-vous du marxisme. Et Sartre, c'est ça, au fond, qui est le plus important. Ils vont continuer, et là, ça va être sartrien, je veux dire, et Glucksmann aussi. Mais sur le fond, c'est cette génération 68 à laquelle ils s'adressent. Et ils sont les traducteurs, les importateurs de la parole de Solzhenitsyn, que la gauche refuse d'entendre. Ça, c'est sur le fond. Et sur le fond également, je pense que c'est une critique qui n'est pas une critique de gauche. Cette émission, elle est applaudie par les giscardiens et l'aile droite du Nouvel Observateur à l'époque. Enfin, donc à ce moment-là, André Glucksmann n'est plus de gauche, n'est plus un homme de gauche. Oui, je pense que là, c'est une critique qui rompt en effet. Et le livre, après la cuisinière et le mangeur d'hommes, Les Maîtres Penseurs, c'est une rupture avec les Lumières. Ça va l'amener Madère très loin, jusque plus tard, soyons rétrospectifs, prospectif, l'engagement un peu excessif envers Sarkozy. Et Bernard Jomier, est-ce que c'est vrai qu'à ce moment-là, on a une gauche ou une extrême gauche qui est plus prompte à condamner les crimes de dictature d'extrême droite que de dictature d'extrême gauche? On a une gauche qui est égarée. Enfin, faut quand même rappeler le maoïsme qui apparaissait presque... peut-être une euphémisation du communisme, en fait, était une aggravation. Enfin, le maoïsme, c'est des dizaines de millions de morts. Ouais, c'est monstrueux. Des dizaines. On dit dans le reportage au Cambodge 1 à 2 millions, mais, pardon, pas au Cambodge, mais la révolution culturelle. Ouais. Mais le grand bond en avant, quelques années auparavant, c'était 10 fois plus, 20 fois plus de morts. C'est le plus grand massacre. Donc la gauche
vivait une époque où le communisme, qui était le courant dominant, a causé sur la planète 60 à 100 millions de morts. Est-ce que ça a vraiment changé ? Est-ce que cette fascination pour le socialisme de la mort, et un socialisme de la vie, un socialisme de la mort, et ça c'est depuis la Révolution française, cette fascination pour cette part sombre de la gauche, ce qui va vers la mort, pardon, elle n'a pas vraiment changé. Mais l'histoire des Glucksmann montre cette évolution, et l'alliance très intéressante. De certains trotskistes avec l'islamisme dans les colloques de Durban il y a 20 ans, c'est ça. Cette matrice mortifère qui est une part de la gauche est toujours présente. Pourquoi que on a ce du soit mal à condamner dans la les crimes gauche qui viendraient d'une extrême gauche plus que d'une extrême droite? C'est ça l'idée? C'est qu'on a du mal. D'abord, effectivement, ce documentaire a quand même le mérite de nous rappeler, de remettre en mémoire un génocide qui a disparu de la chronique des génocides. Quand on les cite tous en général, c'est celui du Cambodge. Ouais. Et qui est un génocide de la gauche, fait par un pouvoir communiste, qui n'apparaît dans jamais aucune chronique. Et au fond, on voit bien la difficulté, regardez la difficulté qu'a eu la gauche récemment à brocarder, à pointer, à critiquer le pouvoir algérien qui a emprisonné un écrivain, Boualem Sansal, l'embarras de la gauche actuellement, une partie de cette gauche-là, justement, la plus idéologisée vis-à-vis de ce qui se passe en Iran, en disant que c'est simplement une... Donc vous parleriez encore d'une gauche égarée? C'est le terme employé par Bernard Tapie. Ce qui me frappe, c'est le côté renaissance de cette gauche que combat aujourd'hui Raphaël Glucksmann, mais qui aujourd'hui est dans une forme de résurgence et qui fait affaire avec le totalitarisme. Stéphanie Rosa ? Oui, moi je suis assez d'accord que, c'est ce que je dis souvent, il y a une nouvelle glaciation stalinienne là, dans une partie de la gauche, et effectivement... un sectarisme extrême, la capacité à traiter de fascistes tous les gens avec qui on n'est pas d'accord, chez les populistes de gauche, la capacité aussi effectivement à diviser le monde en deux parties, les bons, les méchants étant les vilains impérialistes occidentaux, les bons étant... tous ceux qui s'y opposent, les mollahs, pas le peuple, les mollahs iraniens, le Hamas, le Hezbollah, qui sont parés de vertus anti-impérialistes, et que du coup on se garde de trop critiquer finalement. Et effectivement, moi c'est quelque chose que je trouve complètement effrayant. Ayant été adolescente dans les années 2000, je n'aurais jamais pensé qu'on en reviendrait à des choses pareilles. Et c'est pas du tout effectivement un hasard si Raphaël, reprenant le flambeau de son père, se retrouve du côté d'une espèce de gauche antitotalitaire, nouvelle version en fait. C'est vrai que ça force à se positionner, à clarifier les positions politiques aussi, celles de Raphaël Glucksmann et les vôtres aussi, Bernard Jomier, évidemment. On se positionne par rapport à une gauche qui est devenue... C'est pour ça que Raphaël est au centre, on va dire, de polémiques vives. C'est parce qu'il exprime l'idée qu'on ne peut pas faire de compromis avec le totalitarisme. Et en ça, il va au bout de l'évolution de son père. Il dit très clairement, et dans son combat contre les insoumis, qui est critiqué, pour lequel il paye cher en termes de polémiques, notamment sur les fameux réseaux sociaux, il dit non, je ne ferai jamais de compromis avec les insoumis, parce que les insoumis n'ont pas tourné le dos au totalitarisme. Il suffit de voir comment fonctionne ce mouvement. Et puis, ses accointances avec Maduro, par exemple, etc. Différents régimes. Donc, il y a une volonté. Lui qui est un homme de compromis par ailleurs, et c'est peut-être un paradoxe, lui qui est un homme de compromis, en l'occurrence, il est plutôt gaullien, en sens où... Vous savez ce que De Gaulle avait dit à son Premier ministre, à Pompidou un jour, il lui avait dit, bon, Pompidou, ne faites pas de compromis, le compromis c'est la médiocrité. En termes de valeurs, c'est vrai. Et Raphaël est un homme qui ne fait pas de compromis sur les valeurs. Et donc, dans l'histoire de la gauche, il se place très clairement en récusation de cette gauche totalitaire et de tous les crimes qui ont été commis. Mais il veut projeter, évidemment, une évolution de la gauche qui est capable de faire des compromis. Et c'est là où la complexité commence. Parce que, certes, la gauche communiste a commis des crimes historiques et en commet encore aujourd'hui. La Corée du Nord n'est pas le régime le plus sympathique du monde. La Chine reste une dictature, et la principale dictature dans le monde. Mais il n'empêche que, de l'autre côté, on voit ressurgir Trump, un préfascisme peut-être, je ne sais pas, on verra comment la démocratie américaine arrivera à combattre. Mais c'est entre quand même ces grandes idéologies-là
qu'on doit tracer un sillon démocratique. Sauf que dans le chemin de la gauche, vous avez raison sur le plan moral, mais sur le plan tactique, la seule réussite de la gauche, disons, c'est le Front populaire et Mitterrand. C'est-à-dire, c'est grosso modo une social-démocratie ou un socialisme de la liberté qui arrive à être hégémonique sur, disons, la gauche totalitaire. Et là, Raphaël Glucksmann, dans sa stratégie présidentielle, n'en prend pas le chemin. C'est ce qu'on peut regretter sur le plan tactique. C'est peut-être dans son rapport au peuple une surévaluation des problèmes de droits de l'homme et un sous-investissement des questions sociales. Je vais vous y répondre tout de suite. Mais c'est très intéressant. En tout cas, si je peux terminer mon propos, un sous-investissement des questions sociales qui, pour l'instant, se sent dans l'électorat, comme diraient, des Barétiens, un manque d'enracinement. Donc c'est un peu ça. Va-t-il y travailler? Va-t-il y réussir? Pour l'instant, on ne le sent pas. Et vous êtes déjà dans la troisième partie. Oui, je vais vous laisser répondre, Bernard Jomier, mais on aura un extrait à voir. Je vais répondre parce qu'il y a 1 ou 2 ans, votre remarque, elle était juste et pleine. Et je vais vous dire, c'est pas un secret. On s'est tous posé, on a tous discuté avec Raphaël Glucksmann et à Place Publique de cet enracinement dans un territoire qui a tellement été porté par Chirac ou par Mitterrand. Mais le grand défi qui nous arrive dessus, c'est peut-être la remise en cause de la démocratie. Et là, De Gaulle, on ne lui a pas demandé d'avoir été conseiller municipal de Colombey les 2 églises. En ces temps de bascule, il faut des hommes qui incarnent la ligne politique face à cette bascule. Et là, l'homme qui incarne, dans notre vie politique aujourd'hui, la ligne politique face à ce risque de bascule des démocraties, celui qui a analysé cette question depuis des années, celui qui allait physiquement se confronter en Géorgie à la réalité, à condition de décoller de 12%. Comme son père est allé se confronter à la Tchétchénie, il est allé lui en Géorgie. Vous ne m'avez pas convaincu. Mais il faut qu'il s'enracine. Effectivement, on se pose tous la question. Je suis hélas pas convaincu. Non, mais je le souhaite. On se pose tous la question d'un Raphaël Glucksmann, oui ou non candidat à la prochaine présidentielle. Il se trouve qu'il a fait 14% aux élections européennes. Il était sur le podium, donc ce qui effectivement lui donne potentiellement des chances. Je voudrais qu'on réécoute quand même à la fin de ce film de Steve Jourdain comment réagissent les compagnons de route du père André Glucksmann sur la potentielle candidature de Raphaël, et on en parle juste après. Il y a des choses sur lesquelles il ne transige pas. Lorsque tout l'invite à transiger, lorsque le jeu de la politique l'incite au compromis, et lorsqu'il se cabre, je crois que c'est la voix de sa maman et de son père, la mère de Romain Gary, qui lui, la promesse de l'aube, qui lui murmure à l'oreille « Ne cède pas, mon fils ». Raphaël doit trouver sa vie et il ne peut pas dire « Je suis le successeur d'André et je vais être un intellectuel général ». C'est pas ça, c'est pas ce qu'il en a envie. J'ai pas à lui donner des conseils. Je crois qu'en 27, il a aucune chance. Je ne comprends pas qu'il veuille être président de la République, parce que pour moi, c'est l'horreur absolue. Mais s'il a envie, vas-y. Let's go, let's go. Let's go, let's go. Mickaël Darmon. Oui, c'est effectivement étonnant de voir que cette ambition d'aller au sommet de l'État, de concourir à l'Élysée, est arrivée assez tôt dans son parcours. Par rapport aux conditions et aux remarques de Jean-Marc Benamou, moi je trouve qu'effectivement, il y a depuis le début avec Raphaël Glucksmann, je regarde ça de très près parce que c'était l'armature de la réussite de la campagne de Nicolas Sarkozy, quelque part. C'est le rapport avec les partenaires sociaux. Le rapport avec la démocratie sociale. Quels sont les liens qui existent? Quels sont les leviers qui existent? Quels sont les leviers de pouvoir justement réembarquer cette classe populaire qui est passée au RN? Il faut le savoir, là, et on le sait tous, c'est les anciens ouvriers ou les classes maintenant dites défavorisées ou en bas de l'échelle sociale sont attirés, et généralement, le gaucho-lepénisme de Pascal Perrineau l'a montré depuis 1995, les classes populaires sont attirées massivement par les partis populistes. Comment les ramener? Est-ce que uniquement la dénonciation? Et je trouve que l'apport principal de Raphaël Glucksmann, c'est qu'il fait sortir la gauche de ces années comptables, de ces années où elle s'est montrée comme étant extrêmement responsable, extrêmement dans le cambouis gouvernemental, qui a un peu fait perdre son âme. Et lui, il remet
aussi de l'appel humaniste et je dirais de la conscience des peuples. Il s'est battu pour des causes dont on ne parle très rarement aux 20h, et en particulier, et surtout pas à gauche. Donc, de ce point de vue-là, c'est son honneur et sa contribution. Le chemin, je dirais, comme Cohn-Bendit, le chemin est encore un peu long à mon sens. Stéphanie Rosa. Et je dirais que, dans le prolongement un peu de ce qui vient d'être dit, il me semble que le problème de la gauche aujourd'hui, c'est que les classes populaires, elles sont profondément divisées et dans des projets identitaires, en fait, concurrents. Les classes populaires blanches, pour le dire de façon un peu brutale, elles sont allées vers le Rassemblement national, et les classes populaires immigrées, elles sont quand même massivement vers LFI quand elles votent. Et dans cette configuration, la gauche n'a aucune chance. Donc, en fait, pour moi, l'enjeu, il est double. Si on veut rassembler les classes populaires autour d'un projet qui soit non pas identitaire au sens réactionnaire du terme, mais au sens émancipateur, il faut effectivement à la fois tenir le discours de justice sociale, c'est évident. Et voilà. C'est la base. Mais je pense qu'il faut aussi travailler à un projet qui soit identitaire progressiste, j'ai envie de dire. C'est-à-dire qu'il faut proposer aux classes populaires françaises une envie d'être française qui soit... et je pense qu'on peut aller chercher des ressources dans l'héritage révolutionnaire français, la citoyenneté à la française, l'envie. Mais il faut rassembler autour des classes populaires parce que là, au fond, elles sont écartelées entre finalement deux extrêmes droites. Une extrême droite blanche, chrétienne, classique, maurassienne, tout ce que vous voulez, et leurs héritiers, et puis l'extrême droite islamiste, que Raphaël dénonce, et c'est une bonne chose parce qu'à gauche, on a parfois du mal à la dénoncer, cette extrême droite islamiste, mais qui, c'est une tenaille, et il faut en sortir. Et donc je pense que le chemin, c'est celui-là, c'est l'idée de réunir les classes populaires autour d'un projet qui soit à la fois français progressiste et de justice sociale. Mais plus vraiment avec l'idéalisme que porte un peu Raphaël Glucksmann. C'est intéressant, juste pour plonger d'un mot, parce que justement, il y a un mot qu'on n'entend pas en fait dans cette matrice intellectuelle, parce qu'elle est tellement happée et tenaillée par ces sujets, c'est la République. C'est en réalité comment créer effectivement un appel nouveau vers une République nouvelle. Alors certains d'aucuns maintenant y passent les nuits d'études pour pouvoir tenter de le faire, mais ce sujet-là, il laisse le sujet identitaire rassembleur, normalement, mais on verra dans les prochains temps. Et moi j'en veux à la gauche d'avoir fui le débat identitaire. Je lui en veux parce que, effectivement, moi je me réfère à la conception identitaire d'Ernest Renan. Et ce n'est pas du tout une conception qui est réactionnaire, qui est repliée sur soi-même, auteur pour la nation. Oui, c'est ça. C'est une histoire commune. On accepte qu'on a un héritage commun et on porte une volonté commune. Et c'est très républicain, la conception identitaire d'Ernest Renan. Et on l'a abandonné parce que, disant que la droite voulait de toute façon utiliser la question identitaire uniquement dans le but de lutter contre l'immigration, on a traité de fascistes tous ceux qui brandissaient cette notion-là. Et on aurait dû aller dans le débat. On aurait dû le porter parce qu'effectivement, dans notre pays, la négation de la question identitaire est vécue comme une négation de l'existence même de pans entiers de notre population. Et la gauche, oui, elle a commis une erreur, elle n'a pas voulu se confronter, et elle doit se confronter à ce débat. Raphaël Glucksmann, il essaye de porter cette question à travers la question de notre modèle, justement, républicain et démocratique. Et il se trouve... Alors ça, c'est pas lui, parce que j'entends de dire, il est peut-être un peu trop jeune, c'est peut-être un peu trop tôt pour la présidence de la République. Bardella, et alors ? Non, la question, c'est qu'à un moment, il y a des thèmes qui arrivent et que le thème qui est en train de nous arriver, ce risque de bascule démocratique, fait exactement écho à ce qu'il explique depuis plusieurs années. Et je crois que le succès de sa campagne des européennes, c'est le succès d'un discours de valeurs. C'est le succès d'un discours. Georges-Marc Benamou. Je pense qu'il est en chemin. On a connu la gauche de la liberté, à 28%. Elle était fracassée, la petite gauche de M. Faure et de Mme Hidalgo, à 2%, 6%. Disons que le diagnostic, c'est qu'il l'a remis un peu en jambes. Mais je trouve que, pour reprendre un peu vos propos, vous félicitez un peu trop vite d'appeler à la République, etc. Il faut qu'il parle au peuple, Raphaël Glucksmann. Et à 14%, 12%, il ne parle pas au peuple. Pourquoi vous dites ça ?
Parce que justement, effectivement, je pense que... il n'a pas le bon profil, il vient pas justement de la bonne famille, trop intellectuelle. Il n'est pas impossible qu'il ait un syncrétisme mendésiste, c'est-à-dire Mendès, France, immense politique, n'était pas fait pour la Ve République. Mitterrand était fait pour la Ve République, avec ses malices, son génie, etc. Est-ce que Raphaël est un homme de la Ve République au sens de la dureté, au sens du monarchique, au sens du terrien, Pourquoi? au sens Trop gentil, Pourquoi? Je ne sais pas, peut-être qu'il a une idiosyncrasie de social-démocrate du Nord. Première interrogation. Interrogation. Deuxièmement, sous-investissement de la question sociale, classe ouvrière. Il ne parle pas aux ouvriers, il parle aux centres-villes qui ont voté Macron et qui ont des assurances-vie bien placées. Il ne parle pas au peuple. Donc, encore un effort, camarade Glucksmann. Non, mais vraiment, je veux dire, ne vous contentez pas de cela. Il y a encore du travail. Stéphanie Rosat. Monsieur le sénateur Place Publique. Non, mais ça va, de toute façon, ça ne va pas être facile parce que la gauche, elle est dans un sale état. C'est-à-dire qu'elle est complètement... éclatée. Elle est divisée en deux sur des sujets assez profonds et assez graves. Donc, c'est pas du tout évident de faire l'unité. Et puis la gauche populiste, elle a un agenda, elle a un programme, elle n'est pas du tout prête à baisser pavillon. Donc, il y a Elle travaille. Et puis surtout, eux, ils ont une stratégie extrêmement définie. Ils savent où ils vont, ils laissent rien au hasard. Leurs éléments de langage sont très bordés, etc. Donc, c'est quand même... Et puis ils optent pour la facilité, le simplisme, le côté binaire. Enfin, je veux dire, c'est plus simple. Tout à fait. Ils ont d'ailleurs c'est toujours plus difficile d'être nuancé et d'être dans le gris plutôt que dans le noir. Et puis l'autre aspect, c'est quand même, il faut quand même, c'est l'éléphant au milieu de la pièce. Mais la droite est archi hégémonique aujourd'hui en France. Si on prend la droite et l'extrême droite ensemble, aujourd'hui, ça peut changer. Et j'espère que ça va changer. C'est 70% de l'électorat. Alors. Je pense qu'un des enjeux aussi, d'ailleurs, c'est de répondre aux problèmes que se posent les Français. Il ne faut pas juste écarter en disant c'est réactionnaire, on n'en veut pas, et notamment sur les questions de sécurité, narcotrafic, etc. C'est des choses qui font très peur à tout le monde et à juste titre. Donc il faut aussi aller sur ces sujets-là, sur ces terrains-là, en donnant des réponses qui soient pas des réponses, là aussi, il y a un enjeu, des réponses progressistes, mais des réponses quand même. Il y a un effet d'optique, du scrutin européen. Et l'erreur est régulièrement répétée, avec Yannick Jadot en son temps. Vous pensez aux 14% qu'il a fait au dernier européen ? C'est un scrutin étanche. C'est un sondage, grandeur nature. C'est un jour d'élection, à un tour. Et qui n'a, au fond, en France en tout cas, dans la culture politique française et le rapport à l'Europe et à cette élection-là, n'a jamais vraiment désigné autre chose qu'un état d'esprit du moment, un regard sur un certain sujet, mais ne désigne pas la personne qui va ensuite être amenée par les Français. Parce que là, on connaît l'alchimie très, très, très complexe du rapport des Français à leur candidat ou candidate à l'élection présidentielle. C'est une projection narcissique, c'est beaucoup de sujets, beaucoup de choses non dites qui vont se projeter sur un candidat ou une candidate. Mais le scrutin européen nous trompe toujours. Il est utilisé, là il a été très bien utilisé par les sociodémocrates qui ont dit voilà ça y est, c'est candidat, c'est revenu. Mais on est maintenant... Il nous reste très peu de temps. En un mot, Jean-Jacques Benamou et Bernard Gemier. D'abord, un formidable documentaire qui a mis en perspective, et c'est rare d'avoir des documentaires politiques aussi intelligents, aussi fins, aussi complets, et qui ouvre le débat sur la candidature Glucksmann et son potentiel à développer. Bernard Gemier, pour conclure. Les européennes, ça raconte quand même quelque chose. Ça racontait l'émergence de l'écologie, par exemple, et c'est incontestable. Et là, je ne crois pas que ça raconte le succès de Raphaël Glucksmann, le retour de la social-démocratie. Ça raconte un homme qui est hors des appareils politiques, même s'il a un mandat politique. Et les Français, beaucoup se sont reconnus, encore une fois, dans un discours qui était un discours qui racontait vraiment quelque chose et qui leur parlait de l'avenir. Maintenant, il reste effectivement beaucoup de travail, mais la gauche a manqué de travail depuis des années. Elle a été feignante, il faut qu'elle se remette au travail,
si elle veut inverser ce rapport de force. Et on s'arrêtera sur cet appel. Merci infiniment à tous les 4 d'avoir participé à cet échange. Évidemment, très bon documentaire à revoir sur notre plateforme publicsena.fr et ce débat également. Merci à vous. À la semaine prochaine. À très vite.